Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir en urgence aujourd'hui à New York après l'intervention militaire turque décidée contre les Kurdes du nord de la Syrie. Quelle doit être pour vous la position de la France tout à l'heure ? La position de la France, d'ailleurs, qui a été, d'après ce que j'ai cru comprendre, celle d'Emmanuel Macron depuis hier, c'est une position extrêmement ferme, visant à condamner l'attaque de la Turquie, qui est dangereuse, qui est illégale d'un point de vue du droit international. Envisager même, s'il le faut, des sanctions à l'encontre de la Turquie, parce que ce qui est en train de se passer dans le nord de la Syrie est extrêmement grave. C'est une forme aussi de trahison vis-à-vis des Kurdes, qui ont été nos alliés pendant des années pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre Daesh. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une position à la fois très claire et à la fois très ferme et que ce soit le droit international qui primera. L'urgence, c'est d'abord de réclamer un cessez-le-feu sur cette région ? Bien sûr, l'urgence, c'est d'abord de réclamer un cessez-le-feu. On l'a vu en à peine 24 heures où l'attaque a été annoncée. Il y a déjà des victimes. Et à la fin, ceux qui payent le prix, ce sont des civils. Ce sont des civils, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent piégés au milieu et qui se retrouvent à subir l'attaque innommable de la Turquie. Donc il faut dans l'immédiat un cessez-le-feu et à terme réfléchir à la manière dont on traite la Turquie, parce que la Turquie fait aussi partie de l'OTAN. C'est bizarre que quand même une alliance militaire permette une telle agression militaire vis-à-vis de ses voisins. Mais j'espère surtout que dans l'immédiat, on pourra retrouver la paix et surtout cesser l'escalade militaire. Donald Trump, le président américain, la nuit dernière, depuis Washington, il a condamné l'intervention turque, mais il l'a fait de façon extrêmement molle, floue, avec ses mots à lui et avec une comparaison, une évocation historique bien particulière. Les Kurdes se battent pour leur terre, comprenez bien. J'ai lu tout à l'heure un article très puissant qui disait « Les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie, par exemple. » Qui plus est, nous avons dépensé énormément d'argent pour leur venir en aide, en termes de munitions, d'armement ou de salaire. Ceci étant dit, nous aimons bien les Kurdes. Donc ça, c'est la relecture historique de Donald Trump. Est-ce que c'est lui, à vos yeux, aujourd'hui, Donald Trump, le principal responsable de la tragédie qui menace les Kurdes ? En tout cas, il l'a rendu possible. Il l'a rendu possible en annonçant qu'il était prêt à retirer les troupes américaines du nord-est de la Syrie. Et donc, il a rendu possible l'attaque de la Turquie. Je crois que là, on vient d'avoir encore la démonstration du Trump complètement irresponsable. Donc, vous êtes pour le maintien des troupes américaines dans la région ? Oui, dans l'immédiat, je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et vous savez, nous, on a toujours été en faveur du droit international et d'intervention dans le cadre des Nations Unies. Donc ça, c'est le cadre idéal qui permet au moins de maintenir un apaisement dans la région. Même si c'est grâce aux Américains. Oui. Mais vous savez, peu importe à la rigueur qui est sur place, personne aujourd'hui ne peut contester le fait que la présence de troupes militaires sur place permet de garder la zone en paix. Malheureusement, on vient d'en avoir la démonstration. À la minute presque où Trump annonce le retrait des troupes américaines, la Turquie attaque. Et c'est pas un peu désespérant ? On a besoin forcément de Donald Trump. Vous avez besoin de Donald Trump. Mais encore une fois, moi je suis partisane du droit international, donc des actions internationales militaires dans le cadre des Nations Unies, ça peut être n'importe quelle troupe, n'importe quel État. Et si c'est les États-Unis, c'est les États-Unis, mais si c'est un autre État, c'est un autre État. Et évidemment qu'on n'est pas pour des actions militaires permanentes, mais là, dans l'immédiat, il s'agit de sauver des vies humaines. On va revenir sur la situation en France, si vous voulez bien, Manon Aubry. La commission des lois du Sénat va auditionner dans une demi-heure maintenant le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, suite au dysfonctionnement apparemment dans la chaîne du renseignement français, avant l'attaque avant l'attaque de la préfecture de police de Paris. D'abord, un mot sur la manifestation qui était prévue aujourd'hui à Gonesse, la ville du tueur de la préfecture. Un activiste politique avait appelé à manifester. Le gouvernement a dit non. Manifestation interdite. Est-ce qu'il faut pour vous des poursuites judiciaires pour l'homme qui avait appelé à manifester pour défendre l'auteur de l'attaque? C'est pas à moi de juger, je suis pas juge. Si les juges pensent et estiment d'un point de vue du droit que des poursuites judiciaires doivent être engagées, alors très bien. J'ai confiance dans le système judiciaire et je crois qu'il y avait toutes les raisons, au moins dans un premier temps, d'interdire la manifestation. C'est une décision de sagesse ? Ah oui, c'est une décision de sagesse. Toute forme d'apologie, de toute forme telle
telle qu'elle soit, de terrorisme, n'est pas souhaitable. Donc oui, il y a des raisons en France qui justifient l'interdiction de telles manifestations, et je crois que là, ça semble justifié. En rendant hommage aux 4 victimes à la préfecture de police, Emmanuel Macron, il a appelé la société tout entière, la France tout entière, à faire bloc. Il a évoqué même la nécessité de bâtir une société de vigilance pour éradiquer la menace islamiste. Est-ce que vous êtes de cette unité nationale? Est-ce que vous saluez cette position? D'abord, d'unité nationale face à un drame humain, oui, bien sûr, toujours. Et d'abord, nos pensées, notre solidarité va vers les proches des victimes. Ensuite, je sais pas très bien ce que veut dire Emmanuel Macron derrière vigilance. Est-ce que c'est une société de la délation? J'espère pas. Maintenant, vous mentionnez Christophe Castaner. Il va y avoir aussi une enquête en interne pour savoir pourquoi l'information n'est pas remontée au sein des services de renseignement sur la radicalisation de cette personne. Sans doute, y a-t-il eu des dysfonctionnements, mais c'est pour ça qu'il y a une enquête interne et j'espère qu'on pourra tirer toutes les conclusions de ce triste événement. En attendant les résultats de cette enquête, quelle est la position des Insoumis sur l'avenir du ministre de l'Intérieur ? Malheureusement, vous savez, notre position n'a pas changé et chaque nouvel événement vient ajouter une forme de pierre à l'édifice de honte de Christophe Castaner, qui en est pas à son premier fait d'armes, qui là, dans le cadre de ce drame, a parlé un peu trop rapidement, en sous-estimant la portée de cette attaque, en tout cas en n'en comprenant pas toute la teneur. Et puis on se souvient, Christophe Castaner, c'est l'affaire Steve, c'est des milliers de blessés pendant les Gilets jaunes, on se souvient avec Geneviève Leguet où il avait parlé trop vite en disant qu'elle était tombée toute seule alors militante de Nice, oui. Militante de Nice pendant une manifestation. Mais sur l'attentat de la préfecture de police de Paris, Christophe Castaner vous a fait honte. C'est le mot que vous avez employé. Moi, c'est Christophe Castaner me fait honte en tant que ministre de l'Intérieur quand aujourd'hui je vois l'irresponsabilité avec laquelle il tient le ministère de l'Intérieur. Donc je vous dis, c'est une suite de faits qui s'accumulent sur le dos de Christophe Castaner qui aujourd'hui n'est plus en mesure, n'a plus la légitimité pour assumer un poste important. Je le dis, je le répète, c'est pas juste l'affaire de la préfecture, c'est une suite d'événements. C'est pour l'ensemble de son œuvre, si on peut le dire. Ouais. On va parler de l'Europe, si vous voulez bien, dans un instant, Manon Aubry, puisque vous allez filer juste après cet entretien, je crois, à Bruxelles, où Sylvie Goulard, présentée par la France pour être commissaire européen, s'apprête à repasser son grand oral. Vous nous direz ce que vous en attendez. Mais d'abord, le tour de l'actu à 9h-20 avec Mélanie Delaunay. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à huis clos aujourd'hui pour débattre de l'offensive menée par la Turquie contre les forces kurdes en Syrie. Au moins 15 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des milliers de personnes fuient les bombardements. Nous ne sommes pas en train d'instruire un procès. Nous sommes en train de rechercher quels sont les moyens d'améliorer la situation. Le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, sur France Info ce matin, avant l'audition du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Elle commence à 9h. On la suivra sur France Info une semaine après l'attaque de la préfecture de police de Paris. Pas un seul instant, je n'ai pensé qu'il pouvait s'en prendre à quelqu'un d'autre que lui-même. La femme du tueur dit sa sidération et raconte aux enquêteurs qu'il a eu une crise mystique la nuit précédant l'attaque, selon les PV d'audition auxquels France Info a eu accès. Un typhon et des annulations par précaution au mondial de rugby au Japon. Le match du 15 de France contre l'Angleterre n'aura pas lieu samedi. Annulation aussi de Nouvelle-Zélande-Italie. Il n'y a pas de changement au classement. France Info. Et tout est plus clair. Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise, est avec nous jusqu'à 9h avant de prendre le TGV pour rejoindre le Parlement européen, où vous allez donc assister tout à l'heure à une nouvelle audition de Sylvie Goulard. Renaud Dely. Voilà, c'est l'oral de rattrapage pour la candidate française, donc Sylvie Goulard, au portefeuille du marché intérieur. Elle a déjà été auditionnée une première fois. Elle est mise en cause dans l'affaire des assistants supposés fictifs du MoDem, et puis il lui est reproché aussi d'avoir perçu une rémunération d'un groupe américain alors qu'elle était d'un institut américain alors qu'elle était déjà eurodéputée. Qu'est-ce qu'elle doit expliquer aujourd'hui, Sylvie Goulard, pour vous convaincre de son intégrité et pour être nommée commissaire européenne ? Moi, je vais être très claire avec vous. Je pense, et je suis pas la seule, et nous ne sommes pas le seul groupe au Parlement européen à penser qu'aujourd'hui, Sylvie Goulard n'est pas en mesure d'assumer ce poste important de commissaire. Elle n'est pas en mesure d'assumer ce poste, à la fois parce qu'elle n'a pas dit clairement si elle était mise en examen, si elle s'engageait à démissionner, alors qu'on se souvient quand même qu'elle a été éphémère ministre en France et qu'elle a démissionné en tant que ministre. Donc, elle se sentait illégitime pour être ministre en France, mais aujourd'hui, les mêmes charges poursuites judiciaires pèsent sur elle.
et elle se sent légitime pour être commissaire. Donc déjà, peu de cas fait à l'Europe. Et surtout, pour moi, le deuxième problème, c'est que le cœur de l'affaire de Sylvie Goulard, c'est que quand elle était eurodéputée, vous l'avez dit, elle a perçu plus de 10 000 euros par mois de la part d'un think tank américain pour en plus des tâches complètement vagues, quasiment dignes d'un assistante, parce que on lui a posé plein de questions, on a fini par avoir les réponses sur ce qu'elle a fait dans ce think tank. Elle a organisé des réunions, géré un agenda. Ce qui n'est pas illégal. Ça peut paraître surprenant, mais c'est pas illégal. C'est pas illégal, mais c'est immoral. Et vous savez, moi je suis nouvelle députée européenne et j'ai halluciné de voir la procédure d'examen des conflits d'intérêts. Elle devrait même pas en être là, Sylvie Goulard. Et on voit que trop souvent, au Parlement européen, c'est le fric qui prime sur l'éthique. C'est le fric qui prime sur l'éthique parce que, en fait, le cas Sylvie Goulard, il est symptomatique plus généralement. On a 1/6 des députés européens actuels qui ont une rémunération annexe de plus de 1 000 euros par mois. 1/6 des eurodéputés. C'est une enquête de Transparency International qui vient de le révéler. Et donc le problème qui est posé derrière, et c'est ce pourquoi on se bat, nous, à la France Insoumise, c'est pour remettre justement un peu d'éthique dans tout ça et fixer des règles très claires pour interdire les rémunérations annexes. Parce qu'à la fin, donc il faut changer la loi, puisque toutes ces rémunérations annexes, elles sont légales aujourd'hui. Donc il faut changer la loi. Il faut changer les règles du Parlement parce qu'en fait, c'est quoi la conséquence? C'est que à la fin, vous rendez des comptes à des intérêts privés plutôt qu'aux électeurs. Je vous passe le fait de comment vous trouvez le temps de faire autre chose, ou alors est-ce que c'est un emploi fictif? Parce que moi, mon emploi ma fonction de députée européenne, c'est vraiment plus qu'un plein temps. Mais il y a vraiment comment voulez-vous que les gens croient encore à la fonction politique quand vous êtes élu à Bruxelles et derrière vous allez vous faire payer de la part d'un think tank américain? Et je finis là-dessus. C'est pour ça que nous on demande la création d'une autorité indépendante sur l'éthique, comme il existe la haute autorité de la transparence de la vie publique en France, qui serait en charge de l'examen des conflits d'intérêts avec des moyens, avec du temps et avec de l'indépendance, qui est tout ce qui manque à l'heure actuelle au niveau européen. Et toute la procédure l'a montré, puisqu'il y a eu le cas Sylvie Goulard, il y a eu 2 autres commissaires qui, eux, ont été rejetés plus tôt dans la procédure. Il y a aussi un 2 poids 2 mesures. Voilà beaucoup de questions qui se posent sur l'éthique. Un conflit d'intérêts, ça peut être l'argent, ça peut être aussi le poids des lobbies. Est-ce qu'il faut faire la chasse davantage au Parlement européen? Bien sûr, il faut faire la chasse. Et je pose la question à l'ancienne patronne d'Oxfam qui a été de l'autre côté du miroir et qui a fait du lobby avec les eurodéputés dans votre vie d'avant. On a un combat sémantique. Nous, on dit qu'on fait du plaidoyer, ce qu'on le fait pour l'intérêt général. Ça s'appelle du lobby. On le fait pour l'intérêt général et dans la toute transparence. Je vais vous dire, moi, je connaissais le poids des lobbies. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction de ce que vous avez fait avant, pour vous poser la question? Non, je suis pour l'interdiction des lobbies et je fais la différence ceux qui défendent des intérêts particuliers. C'est-à-dire, et je vais vous dire, un agriculteur qui vient au Parlement européen vous dira qu'il défend sa profession et que c'est aussi une forme. Et dans ce cas-là, on le consulte dans le cadre d'un cadre officiel, public. On fait une audition, ça se passe régulièrement, des auditions où on auditionne les agriculteurs qui sont concernés. Il n'y a pas de gentils et de méchants lobbies. Avec ça. Je dis pas qu'il y a des gentils qui viennent défendre des intérêts. Je vais vous donner des exemples. Moi, depuis que je suis élue, depuis 2 mois, je reçois, mais en pagaille, chaque jour, des tonnes d'emails, de courriers, de cadeaux de la part des lobbies, à tel point que je me suis posé la question, est-ce que je vais mettre à la poubelle tout ce qu'ils m'envoient tous les jours? La FEP, par exemple. Personne connaît la FEP en France. Non, c'est quoi, pardon? La FEP, c'est l'Association française des entreprises privées. Alors, ça vous dit rien comme ça. En fait, c'est le groupe qui rassemble les plus grandes entreprises de France, les plus grosses, oui. Qu'est-ce qu'elles vous offrent? Alors eux, ils nous offrent. Alors il peut y avoir. Il y a une entreprise. Eux, ils nous ont pas offert de cadeau. Il y a une entreprise qui prend le charbon, qui nous offre des savons en charbon, ce genre de choses, qui nous invite à déjeuner aussi. Et donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces lobbies? Est-ce qu'on va les mettre à la poubelle? On a décidé de rendre visibles ces lobbies. Et chaque semaine, je fais une petite vidéo sur le coin des lobbies qui explique, qui donne à voir ces lobbies qui sont omniprésents au niveau européen. Mais... Une autre recommandation concrète sur ce qu'on pourrait faire, je pense qu'il faut un registre obligatoire des lobbies, qui n'est pas obligatoire aujourd'hui. N'importe quel lobby peut demander des rendez-vous sans avoir à s'inscrire de manière obligatoire. Qu'on sache qui a vu qui précisément. Exactement, c'est ça l'objectif. Mais comment définir précisément les bons et les mauvais lobbies, ceux qui sont positifs, ceux qui sont nocifs? Par exemple, très concrètement, vous dans votre cas, Manon Aubry, si demain il y a une directive, une discussion, un débat au Parlement européen qui concerne directement l'ONG Oxfam dont vous étiez porte-parole, ça veut dire que pour éviter ce conflit d'intérêts potentiel, ce mélange des genres que vous évoquiez à l'instant, vous déporteriez, vous ne participeriez pas ni à la discussion, ni à la décision sur un dossier qui concerne Oxfam. Mais la différence, c'est que Oxfam ne défend pas un intérêt particulier. Donc, je ne serais pas là en train de défendre un intérêt d'Oxfam. Vous savez, les ONG... Un syndicat va vous expliquer qu'il ne défend pas un intérêt particulier. Les ONG n'ont aucun problème
à être enregistrés dans un registre des lobbies n'ont aucun problème à ce que leurs arguments soient rendus publics. C'est ça la différence aujourd'hui entre la société civile et les groupes de lobby. Donc si on fait un registre qu'on peut appeler, registre des groupes d'intérêt. Comme ça, on met tout le monde d'accord, on n'utilise pas lobby, registre des groupes d'intérêt, on le rend obligatoire. On rend obligatoire à chaque fois que vous rencontrez un député de dire quand vous l'avez rencontré, sur quel sujet vous l'avez rencontré. Les ONG auront aucun problème à ça. Demandez à l'ensemble des ONG. La différence, c'est que là, on donnera à voir l'action des lobbies. Et une dernière chose là-dessus, pour bien savoir de quoi on parle. Les moyens dont disposent aujourd'hui les lobbies sont démesurés par rapport aux ONG qui représentent une portion congrue. Et dernière chose, si je peux me permettre, le fond du cœur du problème, pour en revenir à Sylvie Goulard, c'est que quand même, je ne vois pas comment, moralement, on peut accepter d'être rémunéré plus de 10 000 euros par mois. C'est indécent pour les gens, en plus de sa fonction de député. C'est la somme qui vous choque? C'est la somme. Le montant. Ça serait 1 000 euros, ça vous choquerait pas? C'est la somme. Mais moi, je pense que même 1 euro, pourquoi recevoir 1 euro de rémunération annexe de la part d'un think tank américain, l'Institut Berggruen? Vous insistez sur le fait que c'était plus de 10 000 euros, quand même. C'est une somme qui est indécente. Je veux dire, tous ceux qui nous écoutent, ils se disent, j'ai voté pour quelqu'un qui a été élu et qui, en plus, a pris 10 000 balles ailleurs. Mais en fait, je crois qu'on a un moment de défiance entre les citoyens et les politiques, et là on est en train de donner raison à tous ceux qui font primer cette défiance. Donc franchement, moi je dis maintenant basta, ça suffit, faisons primer une bonne fois pour toutes l'éthique sur le fric, parce que sinon c'est le fric qui gouverne l'ensemble des politiques européennes. Un mot, Manon Aubry, sur un mouvement dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, cette Extinction Rébellion qui bloque les centres-villes de plusieurs grandes villes, dont Paris. En ce moment, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dit hier qu'elle les soutenait, qu'elle soutenait ce mouvement pacifique. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que c'est un moyen, parmi d'autres, de faire parler de l'environnement? Bien sûr, je trouve qu'ils sont d'une ingéniosité et d'une force incroyable. Et on l'a vu, il y a le mouvement Extinction Rébellion, mais c'est toutes ces nouvelles formes de mobilisation portées par les jeunes pour le climat. Les Gilets jaunes ont amené aussi de nouvelles formes de mobilisation avant sur d'autres sujets. C'est pas très nouveau, des blocages, bloquer la circulation, bloquer une place comme la place du Châtelet, c'est pas extrêmement ingénieux. La désobéissance civile, je pense que c'est absolument pas nouveau. Par contre, c'est un mouvement qui commence à faire masse. Et je trouve ça intéressant parce que l'objectif, c'est de pointer le doigt sur les responsabilités des États en matière de lutte contre le changement climatique. Et une bonne preuve de ça, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Je souhaite qu'on en parle le plus possible jusqu'à temps que des vraies actions soient prises, qu'on mette fin au traité de libre-échange, qu'on fasse la transition écologique avec notre modèle agricole, qu'on investisse massivement dans les énergies renouvelables. Voilà tout ce que ces jeunes prônent. Et donc j'espère que ces actions permettront de les écouter davantage. Et nous, on va parler de la taxe GAFA dans un instant, Manon Aubry, si vous voulez bien. Il est 9h-10. Mélanie Delaunay pour le rappel de l'actu. L'Allemagne frappée par un attentat terroriste, 2 morts à Halle dans le nord-est du pays. Le tireur a tenté d'entrer dans une synagogue le jour de Yom Kippour avant d'ouvrir le feu sur une passante et dans un restaurant. Il a diffusé des images de la tuerie sur Internet. L'opération unilatérale lancée par la Turquie en Syrie doit cesser. Réaction du chef de la diplomatie française à cette offensive contre les forces kurdes. Elle risque de porter atteinte à la sécurité des Européens, ajoute Jean-Yves Le Drian. À la demande des pays européens, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui en urgence. Quel visage pour la première gare d'Europe? Une commission se prononce aujourd'hui sur la poursuite ou non du projet de transformation de la gare du Nord à Paris. La place accordée aux boutiques fait débat. Et puis ce n'est pas un, mais 2 prix Nobel de littérature qui sont remis aujourd'hui, celui de cette année et celui de l'an dernier. Il avait été reporté à cause d'un scandale d'agression sexuelle. France Info. Et tout est plus clair. Manon Aubry, la France a mis en place il y a quelques mois assez péniblement une taxe sur les GAFA, c'est-à-dire les géants d'Internet. Voilà que l'OCDE, qui regroupe les 130 pays les plus riches de la planète, prône à son tour une taxe, cette fois au niveau mondial. Vous applaudissez? C'est toujours un premier pas qui est utile. Je constate, ceci dit, qu'on prend le problème par la petite lorgnette, c'est-à-dire que faute de pouvoir changer fondamentalement les règles d'imposition des grandes entreprises multinationales, on se dit on fait une taxe annexe assez petite en termes de montant sur le chiffre d'affaires et on ne s'attaque pas au cœur du problème que sont par exemple les paradis fiscaux à nos portes, le Luxembourg, l'Irlande, qui sont toujours pas considérés comme paradis fiscaux ni par l'OCDE ni par l'Union européenne. Donc on dit depuis le début que la solution elle ne peut être que mondiale et que chaque pays qui taxe finalement va mettre une rustine sur cette question. Là on a enfin une réponse
globale à cette question qu'il est aussi, non ? Et qui n'est pas à la hauteur. Pour vous donner une image, dans la lutte contre l'évasion fiscale, on a des grandes entreprises multinationales essentiellement qui courent loin devant et qui redoublent d'ingéniosité dans leurs montages fiscaux. Et puis on a derrière des États qui se mettent petit à petit à marcher, qui se mettent à marcher pour essayer de rattraper les multinationales. C'est bien, mais si elles courent plus vite, l'écart continue de s'accroître. Et c'est pour ça que si on s'attaque pas au cœur du problème, en repensant l'impôt sur les sociétés, qui a été imaginé au début du XXe siècle, et à l'époque, les entreprises ne commerçaient pas au sein d'une même multinationale. Mais c'est ça aujourd'hui le cœur du problème, c'est que... Jusqu'à présent, la fiscalité, elle dépendait uniquement des États, des États nationaux. Là, en l'occurrence, cette proposition de l'OCDE, elle concerne plus de 130 pays, potentiellement les États-Unis, la Chine, l'Europe, et le G20 Finance, qui doit se réunir la semaine prochaine à Washington, pourrait adopter le principe de cette taxe donc internationale. C'est quand même, sur le plan des principes de la fiscalité, c'est un bond considérable. Mais vous savez, nous, on a toujours été en faveur d'un cadre international pour avancer sur les questions de fiscalité, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on prône le cadre des Nations Unies, d'ailleurs plutôt que l'OCDE, qui serait un peu plus légitime pour avancer en la matière. Mais 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que, de nouveau, ce dont on parle aujourd'hui avec cette taxe GAFA, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire quoi ? Il faut démanteler les géants du numérique ? Il faudra démanteler Google ? Non, et donc c'est mon deuxième élément de réponse sur qu'est-ce qui pourrait être fait, et même qu'est-ce qui pourrait être fait juste au niveau national. Juste au niveau national, en France, on pourrait décider de repenser l'impôt sur les sociétés et de calculer l'assiette fiscale, donc c'est-à-dire le gâteau que l'on va taxer, sur la base d'indicateurs d'économie réelle. Concrètement, pour Google ou pour les autres entreprises, on va regarder leur nombre de ventes, leurs clients, leur nombre de salariés, des indicateurs d'activité économique réelle. Et pas uniquement les bénéfices déclarés en France. Exactement. Et à partir de ça, vous reconstituez l'activité économique réelle de ces entreprises. En France, on pourrait le faire aussi à l'échelon européen. C'est d'ailleurs, ça fait partie du programme de Ursula von der Leyen, donc comptez sur nous pour lui demander des comptes, la présidente de la Commission européenne, sur le sujet. Et à partir de ça, vous calculez exactement le montant de l'imposition possible. C'est d'ailleurs une idée qui est prônée par des économistes comme Gabriel Zucman aux États-Unis, qui alimente aussi la campagne, la pré-campagne pour les élections présidentielles aux États-Unis. Je veux vous dire là, c'est que les solutions techniques, on les connaît et on pourrait les mettre en œuvre, y compris au niveau français. Alors après, je vais pas vous voiler, faut pas se voiler la face. Ça demande de l'ambition politique et une petite révolution en la matière, mais je veux dire, elle est nécessaire et indispensable, parce que si les grandes entreprises payent 0, 2, 5% d'impôts, à la fin, c'est nous tous qui en payons le prix, parce que on augmente nos impôts à nous, comme la TVA, ou ce sont les services publics qui ont moins d'argent. Manon Aubry, cela fait 2 semaines que l'usine Lubrizol de Rouen a pris feu. Des tests réalisés dans l'air le jour de l'incendie, publiés hier, ont montré que le taux de dioxine dans l'air sur certaines communes à côté de Rouen était 4 fois supérieur à la normale. Écoutez ce qu'en disait hier sur France Info la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Nous verrons si ces chiffres sont retrouvés sur plusieurs prélèvements sur le long terme, puisqu'il s'agit d'un prélèvement au moment de l'incendie. Mais je tiens quand même à dire que c'est plus important que la normale, mais cela reste dans les seuils admis de toxicité. Est-ce que vous avez trouvé le gouvernement convaincant depuis le début et depuis cet incendie? Vous faites bien de poser la question depuis le début, parce que je crois que la question se pose de manière plus générale depuis le début, où les habitants de Rouen, à juste titre, ont eu un sentiment d'abandon parce que ont eu accès à très peu d'informations. Lié tout d'abord à l'actualité, puisque Jacques Chirac est mort ce jour-là, et c'est vrai que tous les médias, nous compris, avons sous-estimé sans doute ce qui s'est passé à Rouen ce jour-là. C'est bien de faire de l'autocritique, c'est super, je vous encouragerai dans cette direction. Et en effet, je pense que ça a été vraiment sous-estimé par les médias, et il y a eu un sentiment d'abandon de la part des habitants locaux, à plusieurs raisons, parce que on n'a pas eu tout de suite la liste des produits qui étaient dans cet entrepôt. Parce qu'en l'occurrence, le gouvernement ne l'avait pas lui-même, d'ailleurs. Ce qui est un problème, c'est une usine classée Seveso, donc c'est quand même l'utilisation de produits dangereux. Je précise au passage que c'est une classification européenne, donc nous, on va réfléchir aussi à comment renforcer les contrôles dans un cadre européen de ces usines Seveso. Mais on a eu, si on regarde toute la liste, on n'a pas eu la liste de produits tout de suite. On n'a pas su qu'il y avait aussi un entrepôt qui était touché à côté. On n'a pas eu les résultats des prélèvements tout de suite. Ça fait quand même beaucoup en termes de manque d'informations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à vos yeux, Manon Aubry, le gouvernement a tiré les leçons de ce cafouillage initial? Aujourd'hui, doit être installé un comité de suivi avec des élus, des habitants, des associations. La publication régulière et continue donc des analyses qui vont continuer à être faites. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui joue la transparence?
Et les prochains jours nous le diront, en tout cas jusqu'à présent pas suffisamment. C'est pour ça que nous avons demandé à la France Insoumise une commission d'enquête sur l'ensemble de l'incident Lubrizol, et j'espère surtout qu'on pourra en tirer les leçons à terme, parce que c'est une entreprise de Seveso qui a d'ailleurs agrandi la taille de son usine sans que le gouvernement et l'État soient au courant. Moi aussi je trouve pas ça normal. Ça fait partie des leçons à tirer de cette catastrophe pour qu'il n'y en ait plus d'autres, et surtout pour sortir de l'inquiétude légitime l'ensemble des habitants au niveau local, l'ensemble des agriculteurs aussi qui se demandent est-ce que je peux vendre ou pas, est-ce que mes produits agricoles sont dangereux ou pas. Donc ça fait quand même beaucoup de leçons à tirer. Faisons-le tranquillement avec une commission d'enquête, et j'espère que le gouvernement pourra aussi faire son autocritique sur la gestion de cette crise. Merci à vous Manon Aubry. On vous laisse donc direction Bruxelles pour l'audition, la deuxième de Sylvie Goulard tout à l'heure. Merci d'être venue ce matin sur France Info.